À la une, ce samedi 15 septembre, 18 ans de réclusion criminelle pour une jeune mère qui comparaissait pour infanticide. Elle a été reconnue coupable de la mort par étouffement de sa petite fille. La cour d'assises du tribunal a rendu son verdict aujourd'hui. Isaac a-t-il drainé des sargasses dans son sillage? C'est l'avis des habitants de l'Anse-Figuier. Hier, ils ont fait le constat amer de la présence des algues sur la plage. Ils ont donc décidé de les ramasser. Des étudiants venus d'Europe ou de la Caraïbe à la découverte de notre île. Pour les journées du patrimoine, ces jeunes inscrits au programme Erasmus ont pu profiter des visites gratuites, un moment enrichissant pour eux. Le premier centre de récupération des points a ouvert ses portes à Rivière-Salée. Il comble ainsi un vide au sein des communes de l'Espace Sud. Une bonne nouvelle pour de nombreux conducteurs et leur permis de conduire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre tranche d'information. Vous pouvez la suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. 18 ans de prison contre la mère accusée d'avoir étouffé sa petite fille, âgée alors de 2 ans et demi. Après 3 jours de procès, la cour d'assises a rendu son verdict en milieu de journée. Les faits s'étaient déroulés au domicile familial en juin 2016 à Fort-de-France. L'affaire avait suscité une vive émotion sur l'île. Sandrine Claude. 18 ans de réclusion criminelle pour infanticide. Le verdict du parquet au bout de 3 jours de procès. Durant ce dernier jour d'audience, la défense dresse le portrait d'une jeune mère fragile psychologiquement. Elle aurait, selon son avocat, manqué de discernement lors du passage à l'acte. Elle a un profil psychologique dévasté, détruit par divers événements malheureux dont un viol. Elle a fait 7 tentatives de suicide. Enfin, elle a tout ce qu'il ne faut pas pour se construire. Appelée à la barre, la jeune accusée prononce entre 2 sanglots ces quelques mots. Malgré mes troubles, je suis responsable de mon acte. J'assumerai ma peine jusqu'au bout. Du côté de la partie civile, le père et la grand-mère paternelle de la petite fille estiment que la mère a agi par pure vengeance. Quand on lui demandait les raisons de cet acte, elle a indiqué au moins il ne l'aura pas, parlant ainsi du père qui n'aurait pas sa fille. Donc ça montre bien qu'il y avait de son côté une envie d'empêcher à M. Félixine de pouvoir avoir de simples relations avec sa fille. Quand vous vous vengez de quelque chose, vous allez et vous vous vengez sur celui qui est l'auteur de ce que vous faites. Et c'est exclusivement lui. Mais la mort de cet enfant atteint sa mère très profondément. Et si j'étais seul à le dire, on aurait pu dire que c'est la parole d'un avocat de la défense. C'est ce que pensent les experts, le psychiatre, le psychologue aussi. Les jurés auront finalement suivi les réquisitions de l'avocat général dans cette affaire qui a ébranlé la Martinique entière. La Cour a pris en compte tous les éléments de ce dossier, à savoir le fait qu'Amaryllis, qui est la victime principale, outre la famille paternelle, a pris en compte cette douleur-là et a pris en compte également tout le contexte qui a mené Madame Claire à avoir ce geste terrible. Tout le monde espère toujours un peu moins. C'est humain. Mais est-ce qu'elle est une peine qui correspond à l'ambiance et au cas? Je crois qu'elle colle de près à ce qui a été soumis à la Cour. C'est quand même un enfant qui est mort. Pour l'heure, la défense n'écarte pas la possibilité de faire appel. Aux 18 ans d'emprisonnement vient s'ajouter une condamnation de suivi socio-judiciaire d'une durée de 5 ans, une fois l'accusée sortie d'incarcération. Si elle ne s'y applique pas, elle encourt une nouvelle peine de 3 ans d'emprisonnement. Toujours en justice, le tribunal mixte de commerce a placé hier la clinique Sainte-Marie en redressement judiciaire pour une période de 6 mois. Il a également ordonné une expertise des flux financiers du groupe CAPA, gestionnaire de la clinique. Écoutez maintenant la réaction de Tania Depersin, déléguée syndicale CDMT, qui s'exprime au micro de Sandrine Claude. On est enfin soulagé quand même, puisque ça fait quand même des années qu'on se bat. Le combat était dur, mais quand même, justice soit faite. On a quand même un redressement judiciaire d'une durée de 6 mois très courte. Donc là, vraiment, pour entrer dans les comptes du groupe et de la clinique et voir vraiment s'il y a des flux financiers et puis autre chose. Qu'est-ce qu'il y a vraiment d'anormal? La clinique peut remonter la pente, mais pas avec ce groupe. Alors là, maintenant, on va faire attention à voir justement si nous n'avons pas de capitalistes qui viennent au sein de la clinique, mais vraiment des gens qui veulent travailler pour la santé des Martiniquais et puis ne pas mépriser encore cette population, mais donner un soin comme il se doit, surtout la crise qu'il y a en ce moment au niveau de la santé. Avec nous sur ce plateau, Maître Raphaël Constant, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'avocat des salariés de la clinique Saint-Paul. De la clinique Sainte-Marie, pardon. Que signifie concrètement ce redressement judiciaire? C'est le fait que pendant quelques mois,
le propriétaire de la clinique, le groupe Kappa, ne pourra pas gérer tout seul. Ils auront un contrôle d'un administrateur judiciaire. Et c'est surtout parce qu'il faudra faire un point sur la situation de la clinique, qui est dans une situation extrêmement préoccupante sur le plan financier. Je rappelle qu'il y avait déjà eu une audience au mois de mai où la direction avait refusé le redressement judiciaire, si bien qu'il y avait une enquête qui avait été ordonnée et que cette enquête avait conclu qu'il fallait la décision de redressement judiciaire. L'employeur lui-même changeant d'avis puisqu'il a fait une déclaration de cessation de paiement le 30 juillet. Donc c'était une nécessité absolue pour qu'on puisse sauver la clinique. Vous parlez d'une situation financière critique. Une expertise sera menée sur les flux financiers du groupe Kappa. Dans quel but ? La question, c'est une demande des salariés qui a été faite parce qu'il est évident qu'on a un certain nombre d'inquiétudes. La thèse aujourd'hui de Kappa, c'est qu'ils perdent de l'argent. C'est-à-dire qu'on a la famille Kadji, qui est propriétaire du groupe Kappa, a une position comme si elle est altruiste. Elle finance quasiment gratuitement et la clinique Sainte-Marie depuis des années. Nous, quand on regarde les comptes, on est un peu étonné. On est un peu étonné sur les flux financiers entre la clinique et la holding qui se trouve au-dessus. On est un peu étonné sur la question du foncier. Il faut que vous sachiez que quand le groupe Kappa a acheté en 2006, ils ont acheté la clinique et les terrains, qui sont d'une valeur importante pour là où elle se situe, et qu'ils ont créé par la suite une SCI. La SCI, par la suite, a été liquidée. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe avec les locations qui paient? Il y a un certain nombre d'étonnements. Il y a aussi des GIE et des SCM dans la structure et dans le montage. Et là aussi, on veut comprendre où est passé l'argent. Nous ne pensons pas naïvement que le groupe Kappa est altruiste et veut mettre une clinique à bas prix pour les Martiniquais. Quelles sont les attentes des salariés face à cet audit? Alors, la première attente des salariés, c'est qu'il y ait cette clinique qui fonctionne. Comme disait la DS, la déléguée syndicale, ça fait 4 ans que la situation dure. Ça fait 4 ans que les salariés disent « les conditions actuelles sont inimaginablement mauvaises ». Il faut que vous sachiez que le chiffre d'affaires de la clinique Sainte-Marie est passé de 12 millions à 9 millions. Ça, ce n'est pas de la faute des salariés. Pourquoi? C'est parce que les gens ne vont plus à la clinique. Ils ne vont plus à la clinique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance. Il n'y a aucune chambre qui a de l'eau chaude. C'est la moitié seulement de l'ensemble des chambres qui sont un peu exploitables. Il faut que vous sachiez que les blocs opératoires, les 2 tiers, pour l'instant, ne fonctionnent pas. Il y a des conditions extrêmement déplorables. Et la question qui se pose, c'est que les salariés pensent que la clinique est utile. Elle est utile dans le champ de la santé en Martinique, et donc il faut tout faire. Donc c'est ça la question. Ce que souhaitent les salariés, c'est que leur outil de travail et aussi pour la santé de Martiniquais, que cette clinique continue à vivre. Donc là, une période d'observation de 6 mois, que se passe-t-il après? Alors, premièrement, il y aura un administrateur qui mette miroite, qui devra prendre en main un peu cela et voir exactement comment ça se passe. On aura l'expertise qui doit être rendue au mois de décembre. Mais surtout, que va faire Kappa? Parce qu'il est absolument évident que la dégradation du chiffre d'affaires, c'est les conditions de travail, c'est les conditions de réception, il faut investir. Alors, ou Kappa qui dit qu'il n'a plus d'argent ou bien qu'il en a trop dépensé, dit qu'il ne peut plus et n'a pas de projet véritablement, et dans ce cas-là, il faudra trouver un autre repreneur, ou Kappa, enfin, ne fait pas des promesses vaines, mais démontre sa capacité à pouvoir gérer cette clinique qui était un des fleurons, véritablement, je rappelle, de l'art médical en Martinique, pour que véritablement elle reprenne un essor normal. Dans quel état d'esprit se trouvent les salariés aujourd'hui? Très inquiets. Là, actuellement, il y en a 174 en CDI, il y a 29 dont on annonce le licenciement suite à la fermeture de la maternité, mais aussi pour d'autres raisons, je pense. Les chiffres annoncés dans des prévisionnels de l'employeur, c'est de passer la masse salariale de 8 millions à 4,5 millions. Donc c'est évident qu'il n'y a pas seulement 29 que le groupe Kappa veut licencier, mais d'autres. Qui est-ce qui vont être les prochains? On ne sait pas. Donc il est évident qu'il y a une situation extrêmement inquiétante pour les salariés. Dernière question, est-ce que la clinique Sainte-Marie peut définitivement fermer ses portes? Malheureusement, je rappelle qu'il y avait 3 cliniques en Martinique, il y avait l'Odéon, il y avait Pasteur, il y avait Sainte-Marie. Pasteur a disparu, donc malheureusement, les cliniques, c'est comme tous les êtres vivants, ils peuvent malheureusement mourir. L'objectif, et c'est pour ça que les salariés se battent depuis longtemps,
c'est que quand on voit la situation du CHUM, même avec l'extension de la clinique Le Léon, il y a une place pour une autre clinique privée en Martinique. Il y a même un projet de la part des salariés éventuellement de faire une SCOP s'il le faut pour la sauver. Mais la question qui se pose, c'est que faudra véritablement voir est-ce qu'il y a un projet du groupe CAPA qui est lui, j'allais dire, le candidat sortant. Et s'il n'y en a pas, il faudra trouver autre chose. Merci, Maître Constant, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Un arrivage inattendu sur la plage de l'Anse-Figuier. Suite au mauvais temps, les sargasses ont fait leur apparition. Le site était jusque-là épargné par les algues brunes. Les riverains ont donc retroussé les manches et organisé un ramassage ce matin. Une trentaine d'habitants du quartier ont affronté le phénomène. Pour le plus grand bonheur des baigneurs, ils ont vite retrouvé une plage propre. Voici quelques réactions recueillies par Johan Boulard. Nous avons servi pour nous ramasser ces sargasses-là. Ça nous a créé un calibre pour nous prendre au sein. Bon, ça nous a fait, nous avons mis des sargasses là-dedans. Quand nous mettons des sargasses là-dedans, nous allons aller, nous allons tremper la mer, nous allons laver. En même temps, nous allons laver, nous allons tirer le sable là. Comme ça, nous ne pouvons pas chailler sargasses et puis sable. Après le mauvais temps, nous faisons un petit coup de main de quartier et puis maman quartier pour nettoyer la plage nous-mêmes. La plage, c'est à nous. C'est-à-dire que nous sommes obligés d'occuper pour remettre la plage à la normale. Nous ne pouvons pas attendre dans les mondes. Bon, la mairie est toujours là, mais nous, aujourd'hui, nous prenons un nous. Et puis voilà, et puis pour ces gens venir toujours profiter de la plage là. La mairie qui est venue ramasser tout ça, nous stocker pour ne pas arrêter là, pour sentir en personne. Et puis voilà, tout le monde qui a trouvé compte. Je trouve que c'est une bonne chose de se mobiliser et de pouvoir le faire ensemble. On sent qu'il y a un esprit de solidarité. Et puis au niveau de l'environnement, on cherche à préserver son environnement propre pour soi, pour les autres. Et j'ai apprécié. Et même dans l'eau de mer, il y avait une dame qui le faisait. Même moi, je me suis mise à le faire. Et je trouve que c'est un homme qui a lavé l'autre. Eux aussi apprécient la Martinique. Ils viennent d'Allemagne, d'Autriche, du Royaume-Uni ou encore de Sainte-Lucie. Aujourd'hui, 28 étudiants du programme Erasmus sont partis à la découverte de notre patrimoine. Cette aventure les a menés au Fort Saint-Louis pour une véritable exploration. José Le Chartier était avec eux. C'est dans ce lieu riche par son histoire que la visite débute. Il faut gravir ces quelques marches afin de percer les murs de cette forteresse. Les secrets y sont bien gardés, mais le guide du jour connaît les moindres recoins du Fort Saint-Louis. Aujourd'hui, nous allons faire un parcours entier du fort. Alors, regardez aussi, c'est la drogue jusqu'au côté du Mexique. Et cela aussi en temps de crise humanitaire. La visite continue. La suite se passe de commentaires. Du haut de ses remparts, le fort dévoile sa plus belle robe et une vue à couper le souffle. Marie en profite pour immortaliser l'instant. Je trouve la visite très, très jolie. L'histoire de Martinique est très riche. Je suis ici pour la première fois. Je trouve Martinique très, très jolie. Très chaud. Pia fait partie du programme Erasmus. Il s'agit d'échanges d'étudiants entre les universités, les grandes écoles européennes et des établissements d'enseignants à travers le monde. Pia est en Martinique pour une période de 5 mois. Elle découvre son environnement avec quiétude et compte bien profiter des charmes de l'île aux fleurs. C'est très intéressant pour nous de voir les différentes cultures et les différentes traditions aussi. Et c'est très important d'avoir la relation avec les Martiniquais. J'aimerais bien aller plonger, faire des trucs qu'on ne peut pas faire en Allemagne. Comme par exemple, on peut faire des sports nautiques dans la mer, mais pas vraiment. Donc j'aimerais bien faire ça. Et après, aller connaître la culture ici. Pour les accompagner, Urdine, originaire de Sainte-Lucie, cela fait 6 mois qu'elle vit en Martinique. J'ai eu l'occasion de travailler avec le Bureau des Relations internationales, donc je connais un peu le bureau sur tous les aspects et les activités qu'ils organisent. Et de temps en temps, je viens de manière bénévole pour donner mon temps, pour assister les étudiants, parce que je sais ce que ça veut dire être étudiant étrangère à la Martinique. Donc, je suis là en fait pour les encadrer, pour les aider s'il y a des soucis, par exemple, pour le logement, des endroits à visiter. Une visite du Fort Saint-Louis qui entre dans le cadre des Journées du patrimoine. Elle a été possible grâce au partenariat entre l'Université des Antilles et l'Office de tourisme du centre.
Le but, pérenniser l'action entreprise depuis 4 ans, permettre aux étudiants d'être des ambassadeurs de la Martinique. Quand on vient faire des études, il faut s'immerger dans une culture, dans l'histoire d'un peuple, dans cette population. Et je crois que cette visite patrimoniale, en plus, semée d'énigmes, donc avec un petit côté festif, va leur permettre, je pense, d'avoir une meilleure connaissance du lieu où ils se trouvent. Et ils pourront mieux travailler et créer des liens. Cette matinée s'est achevée par un défi selfie à la découverte de sites patrimoniaux de Fort-de-France et la visite de l'espace muséal Aimé Césaire. Point Plus, c'est le premier centre de stage de récupération de points ouvert dans le sud de l'île. Une aubaine pour les habitants des communes de l'espace sud. Depuis hier, ils sont 15 à participer à la formation. Au programme, mise en scène, psychologie et sensibilisation aux dangers que représentent les infractions. À la clé, ils pourront gagner 4 points sur leur permis. Johan Boulard. Imaginez, vous êtes en ville, à ma place, et au niveau du mur, là, entre deux voitures, il y a un chien qui traverse. Il s'appelle Guy Daniel, Anthony ou Jacques. Artisans, salariés, chefs d'entreprise, tous participent à un stage de récupération de points. Pour Jerry, c'était moins une. Il me restait qu'un point. Donc du coup, comme je pense qu'il n'y a pas plus en danger que ça, donc je me suis speedé à chercher une formation et puis je me suis inscrit à Point Plus. Ça fait 2 ans que je cherche à récupérer. Alors heureusement là, je viens d'avoir l'information là que ils ont ouvert un bureau. On vous retire des points, vu que le capital est de 12 points, ça va très vite. Hein? Tous ont perdu des points suite à des infractions ou des erreurs sur la route. Le stage vise à sensibiliser, informe et tente de déprogrammer des réflexes parfois bien ancrés à travers un groupe vecteur d'information. On a des conducteurs routiers, on a des motards, il y en a plusieurs, et les automobilistes ne connaissent pas les problèmes des conducteurs routiers, ne connaissent pas les problèmes des motards, et le fait que ce soit les conducteurs entre eux qui se le disent, ça va avoir beaucoup plus de poids. Et puis savoir si dans nos réactions, il y a parfois des points qu'on en a à travailler. Au niveau du comportement, savoir qui je suis au volant, qui est-ce que je veux paraître, et surtout qui c'est que j'aimerais bien être maintenant, à nouveau, après toutes ces infractions. Car sur la route, tout n'est pas permis. Béatrice s'est fait prendre la main dans le sac, ou plutôt sur le téléphone. Mais ça, c'était avant. Après le stage, elle sera quelqu'un d'autre au volant. Ça m'arrive une seule fois, mais en tout cas, je ferai beaucoup plus attention. Chose qu'on néglige avec le temps, avec l'habitude de conduite, ça va nous permettre d'agir différemment en fonction de la situation qu'on peut rencontrer au volant. 2 jours pour porter à la conscience des usagers les dangers liés à leur comportement. À terme, pas de diplôme, mais un certificat validé en préfecture. 4 points en plus, mais 239 € en moins. Des dépenses rappelant que les infractions au code de la route peuvent coûter cher. Sport maintenant en football, ouverture de la saison de Régional 1 hier soir par le match RC Rivière Pilote Club Colonial, 2 formations qui ont changé d'entraîneur à l'intersaison. Elles ont également connu quelques bouleversements au niveau des effectifs. La rencontre s'est soldée par un match nul, 1 but partout. Résumé de la partie avec Karil Chassol et José Lechertier. Après une ouverture du score rapide du club colonial sur un pénalty de Gérald Donton, un but que vous ne verrez pas pour des soucis techniques, les Foyalais ne relâchent pas la pression. Ils mettent en place le jeu prôné par leur nouveau coach, Christian Malode. Un jeu en mouvement, rapide et avec beaucoup de passes, ce qui donne par moments droit à de belles phases, mais ça pêche dans la finition. De son côté, le RC Rivière Pilote semble avoir beaucoup plus de mal. Les hommes du nouveau coach, Fabrice Malouine, peinent à se trouver et à aligner les passes. Résultat, pas grand-chose à se mettre sous la dent lors de cette première mi-temps plutôt dominée par les clubistes. Et c'est logiquement qu'ils mènent 1-0 à la pause. Au second temps, les violines montrent un tout autre visage. Ils mettent le pied sur le ballon et tentent de revenir au score, mais ça manque de justesse technique. Les protégés de Marcel Pujard font jeu égal, voire mieux que leur adversaire, et ils sont logiquement récompensés à la 70e minute. Ce centre est superbement repris par Antonio Bûcher, 1 but partout.
Dès lors, le Racing se montre plus pressant. En vain, plus rien n'est marqué et ce premier choc du championnat de R1 se solde sur un score de parité. Nous avons réalisé une belle première mi-temps avec un jeu que je demande, c'est-à-dire un jeu fait de passes, avec malheureusement un manque d'efficacité parce que je pense qu'à 1-0, on aurait pu en mettre un deuxième en première mi-temps. La deuxième mi-temps, écoutez, il y a eu un adversaire qui s'est réveillé, qui a montré ses qualités et donc on a subi cette deuxième mi-temps. On aurait pu très bien perdre cette deuxième mi-temps comme ils auraient très bien pu perdre cette première mi-temps. Donc je dirais que c'est un match nul qui pour moi est équitable. Il faut quand même féliciter l'équipe du club colonial parce qu'ils ont fait quand même une bonne entame de match. On a eu des occasions au début, par la suite on a un petit peu peiné au milieu. Mais en deuxième mi-temps on est revenu avec beaucoup plus de détermination. Et c'est dommage qu'on n'ait pas fini un petit peu ce qu'on avait commencé en termes d'occasion. Mais je pense qu'avec de l'entraînement et l'approbation des joueurs, on va avancer. On a quand même une équipe jeune du club colonial, une équipe qui a quand même un grand entraîneur, Christian Malo, donc qui vient, qui apporte son expérience. Et puis, on ne s'attendait pas à ce jeu aussi fluide, aussi rapide, ce jeu tout en mouvement, d'ailleurs qui a causé beaucoup de problèmes au Racing en première mi-temps. Et il a fallu la pause pour pouvoir régler, resserrer les liens pour que le Racing puisse retrouver un peu plus de stabilité. Une première journée du championnat de Régional 1 tronquée du fait des pluies d'hier. Cet après-midi, seule une rencontre s'est déroulée. Elle s'est également soldée par un match nul 3-3 entre l'Essor et la Samaritaine. Depuis 19 h, deux autres rencontres de cette première journée se disputent entre l'Aiglon et l'Émulation au Lamentin et entre le Golden Star et le club franciscain à Pierre-Aliquer. Le dernier voyage de Guy Chalonneau, figure emblématique de la voile en Martinique. Il est mort à l'âge de 96 ans. Ses proches ont déversé ses cendres dans la baie de Fort-de-France ce matin. Écoutez ses témoignages au micro de José Le Chertier. C'est un père très dur, mais très juste dans ce qu'il faisait. Il a toujours eu un caractère assez fort. Le meilleur souvenir, c'est en mer, toutes les croisières, toutes les courses qu'on a fait, où il était du matin au soir et même il ne voulait jamais se coucher pour laisser la barre à quelqu'un d'autre. Il voulait aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, on s'est retrouvés pour pouvoir partager des tranches de vie de mon grand-père, qui a été un grand marin, qui a marqué la vie de bien des voileux, bien des yachtmen, bien des personnes du monde de la voile en Martinique depuis de nombreuses années. Donc nous sommes retrouvés aujourd'hui pour pouvoir partager des expériences que nous avons eues avec lui, pouvoir se retrouver en famille, se retrouver entre amis. On a beaucoup évoqué, beaucoup de souvenirs, beaucoup de régates, des Tours de France, des Tours de la Martinique, des Tours de la Guadeloupe. Alors beaucoup de victoires, quelques défaites bien sûr, mais c'était toute sa vie le yachting. Et puis on retiendra de lui que c'était un homme extrêmement rigoureux, mais juste. Et puis ce qu'on découvrait lorsqu'on arrivait à terre, alors qu'on avait affaire à quelqu'un de très dur, très percutant en mer, en régate, à terre c'était un homme extraordinairement charmant, c'était un bon papa, un bon bouc. Oui, le président du Yacht Club a émis l'idée ce matin, lors de la présentation, qu'il y ait un hommage à tous nos anciens, non seulement Guy Chalonneau, mais les autres anciens vivants. Et il y en a encore quelques-uns qui sont vivants et ceux qui sont partis, qu'on ait une espèce de rallye, enfin qu'on trouve une manifestation pour leur rendre hommage, tout comme on l'a fait ce matin. Place maintenant au JT des communes du samedi. La ville de Saint-Pierre. Ses monuments, ses points de vue à couper le souffle. En pleine haute saison touristique, croisiéristes et vacanciers sont nombreux à déambuler dans les rues. Beaucoup viennent avant tout découvrir une commune historique. On vient à Saint-Pierre pour visiter pour le côté historique du pays. Donc là, on va aller chercher le petit train et puis faire un tour de petit train qui nous permettre de visiter et d'apprendre l'histoire des événements qui se sont déroulés ici. Cette ville était composée d'une multitude de très beaux immeubles. Le Siparis Express, l'une des attractions phares de la ville, une excursion à la fois en train et à pied dans les rues pierrotines, accessible à tous. Nous prendrons notre départ face à cette fresque que je vous invite à découvrir du côté droit sur le mur. Parmi les escales les plus prisées, le théâtre de la ville.
Détruit en 1902 lors de l'éruption de la montagne Pelée, le site est aujourd'hui l'un des principaux points d'attrait de Saint-Pierre. Avant, pendant et après l'éruption. Donc voilà le survivant miraculé de ce matin-là. Une histoire qui a également attiré ce couple venu de Sainte-Lucie. Le volcan qui est ici, nous venons juste pour regarder et aussi pour l'histoire de la place là. Moïse a quant à lui été particulièrement frappé par l'histoire de Siparis. Nous, l'argent là, ça a été terrible. Hein? À côté de nous, c'est le monde là qui sauvé, qui partait mort là, nous, c'était un jeune Noé. Moi, il était là parce qu'il partait faire rien. Ce qui expliquait sa survie. Le sauvetage du Siparis a été relaté par le père Marie, curé de Morne-Rouge. Il relate la découverte du prisonnier par 3 habitants du Morne-Rouge. Comme Sébastien, il y a ceux qui optent pour le musée de la vulcanologie. Sur le site, de nombreux vestiges permettent de redessiner une époque désormais révolue. Ça fait partie des pans, je pense, importants de la Martinique. Donc en venant visiter, ça paraît naturel de venir faire un petit tour, puis expliquer comme ça ce qui s'est passé aux enfants. Puis ça permet d'introduire aussi le mode de vie de l'époque. Si la ville connaît une forte fréquentation touristique, les commerçants estiment ne pas réellement pouvoir en profiter. Beaucoup de villes de la Martinique ont le même problème, c'est qu'on voit passer les bus et malheureusement on ne fait que les compter. Et on voit tous ces touristes dans ces bus et on se dit souvent mince, ils ne s'arrêtent pas dans nos villages alors que ce serait bien pour nos villages et pour l'économie de nos villages aussi de voir de temps en temps des bus s'arrêter. Et ensuite il y a le touriste qui loue sa voiture et qui arrive à Saint-Pierre et qui s'aperçoit qu'il est très difficile de se garer. Et là, donc ils vont arriver à un bout. Ils vont chercher, puis après, une fois qu'ils auront traversé, ils diront bah tant pis, c'est dommage, on n'a pas pu trouver de place, donc on va aller dans la ville suivante. La ville de Saint-Pierre lutte actuellement pour la sauvegarde de son label Ville d'art et d'histoire qui n'avait pas été renouvelé en temps et en heure, un label qui devrait conforter la commune en tant que pôle d'attractivité majeur pour le tourisme martiniquais. Besoin de se détendre, de pratiquer une activité physique ou simplement profiter du soleil? À Madiana-Plage, c'est possible. Situé au cœur de la ville de Schœlcher, celui est connu pour son eau calme, son sable gris et ses cocotiers en guise de parasol. Le site de Madiana est un site qui est très fréquenté dans la mesure où Madiana, c'est la toute première plage quand on quitte Fort-de-France. Et sur le littoral nord-Caraïbe, c'est vrai que pour trouver la prochaine plage, il faut aller jusqu'au Carbet. Par conséquent, c'est un site qui est très apprécié, qui est très utilisé donc, par les usagers. Sinon, en dehors du grand public qui fréquente cette plage, il y a un certain nombre d'activités. Ici, il est possible de pratiquer 6 activités sportives, dont le kayak de mer, le beach tennis et la voile traditionnelle. L'association, depuis plus de 10 ans, a un partenariat avec la ville de Schœlcher sur le développement de la voile traditionnelle. Donc à ce titre, ici est devenu le centre voile traditionnel pour Schœlcher, où les activités YOL s'y déroulent pour les collèges, les lycées, l'université et tous ceux qui souhaitent un jour pratiquer la YOL. Ici, c'est un cadre assez exceptionnel. Donc on a les locaux, vestiaires, tout mis à disposition par la ville. Et puis le plan d'eau est magnifique. Ici, on peut tout faire. On a une plage, une magnifique plage dans la ville. Donc c'est une opportunité. Maintenant, on continue, on tente de la développer au maximum. Et puis surtout de faire connaître notre voile traditionnel dans un cadre magnifique. Au-delà des activités sportives, la municipalité a la volonté de faire vivre davantage ce site magnifique. Je signale à cet effet un certain nombre de projets. Et là, c'est plus qu'un projet puisque les permis sont déjà déposés. Un peu en arrière-plage. Donc on aura des structures économiques. En fait, ce sont des structures légères, des structures très légères puisqu'on est sur le domaine public. Et donc il faut éviter de bétonner le domaine public, d'installer des bâtiments qui seraient des bâtiments durs. Ce sont des bâtiments qui seront donc adaptés donc, à l'espace. Et puis donc, je disais donc des structures modulaires, du matériau noble, du bois de préférence. D'ici le courant de l'année 2018, Madiana-Plage sera en mesure de proposer un service de choix à ses nombreux visiteurs. Une eau cristalline et fraîche, la cascade d'Ani est un joyau caché au cœur d'Ajoupa-Bouillon. Et pour la découvrir, il faut un bon guide, comme Dany.
et se donner un peu de mal. Tout ce qui est beau, il faudrait aller le chercher. Si on veut l'aventure, enfin, se sentir bien, ben, on doit mettre un peu de volonté dedans. Et ça va, ça doit y aller. Hein? On va dans des endroits merveilleux, c'est pas donné à tout le monde, mais tout le monde peut le faire. « 15 minutes de marche en forêt primaire avant de descendre dans le lit de la rivière. Une balade au cœur de la faune et de la flore, l'occasion d'en connaître un peu plus sur cette région proche de la Pelée. Voilà une merveille. Par exemple, ici, on a une bombe volcanique en forme de croûte de pain. Hein? Et on voit directement la liaison avec la montagne Pelée. Dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est soit la Pelée, je crois que c'est en Italie aussi qu'on nous retrouve. De saut en mini-canyon, la balade continue au fil de l'eau. Puis elle apparaît, la cascade d'Annie. Une découverte faite par notre guide et quelques-uns de ses amis qui se doutaient de son existence. C'est Edmond, c'est Jonathan et puis Dany. Enfin, nous avons dû barouder un peu. On savait qu'il y avait un petit truc, mais on ne savait pas vraiment. Hein? Et de là, le temps de chercher l'entrée, de remonter le lit de la rivière, et on est tombé dessus. On sait qu'on est sur le cours de la rivière Falaise. Et en hauteur, il y a pas mal de cascades. On pensait qu'il y avait une ici aussi. Voilà 6 ans que la cascade est connue. Près de 1000 visiteurs ont foulé ce site. Pourtant, le maintenir en état n'est pas une mince affaire. Je suis seul à miser sur tout. Vous voyez, après le cyclone, tout était bouché. J'ai mis près de 2 mois à nettoyer avec un copain. 2 autres copains sont venus. J'ai lancé des coups de main, j'ai fait des appels à tout le monde. Personne ne m'a répondu parce que je ne sais pas pourquoi. Mais c'est le Nord. Enfin, je vais toujours tenir quelque chose, une activité touristique. Je m'y mets beaucoup, je m'investis beaucoup dedans. Dany espère que la cascade et la rivière Falaise gagnent en renommée, car leur accès n'est pas d'une grande difficulté. C'est la fin de votre journal local et régional. Avant de nous quitter, voici les titres que nous avons développés ce soir. 18 ans de réclusion criminelle pour la jeune mère qui comparaissait pour infanticide. Elle a été reconnue coupable de la mort par étouffement de sa petite fille. La cour d'assises du tribunal a rendu son verdict aujourd'hui. Isaac a-t-il drainé des sargasses dans son sillage? C'est l'avis des habitants de l'Anse-Figuier. Hier, ils ont fait le constat amer de la présence des algues sur la plage. Ils ont donc décidé de les ramasser. Des étudiants d'Europe ou de la Caraïbe à la découverte de notre île. Pour les journées du patrimoine, ces jeunes inscrits au programme Erasmus ont pu profiter des visites gratuites, un moment enrichissant pour eux. Le premier centre de récupération de points a ouvert ses portes à Rivière-Salée. Il comble ainsi un vide au sein des communes de l'Espace Sud. Une bonne nouvelle pour de nombreux conducteurs ainsi que leur permis de conduire. Tout de suite, l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV à 20h, votre émission de divertissement Star sous hypnose. On se retrouve demain à 18h50 pour les titres. Je vous souhaite une très bonne soirée sur ATV.